Bonjour à tous. C'est chapitre 3 est la suite du chapitre 1, évidemment, le langage de l'image, où en fait on a regardé comment les sémiologues, la Gestalt, etc., analysaient le comportement du cerveau humain par rapport à l'image. Donc il est bon de connaître quels sont les réflexes un petit peu innés et acquis du cerveau pour lire une image, hein, sachant que vous êtes photographe, mais vos photos sont amenées à être lues par d'autres personnes. Ensuite, on a examiné la simplicité en photographie en réponse au cerveau qui demande des images simples, parce que le cerveau est feignant et il est assez, comment dire, sensible à ce qu'une image soit simple. Alors une image simple, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup d'éléments en répétition dans une image, elle n'est pas compliquée pour autant, et en revanche, vous pouvez avoir peu d'éléments, mais que l'image est assez compliquée. Donc tout ça, je vous invite à aller regarder la simplicité en photographie, et notamment la partie théorie du coloriage. Alors ici, on ne va pas définir ce qu'est une bonne ou moins bonne photo. Bon, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Moi, ce que je vais essayer, c'est de vous donner des points de repère, des points de contrôle et une méthodologie de travail pour améliorer vos photos. Alors, on entend de tout hein, sur la bonne photo. J'ai entendu qu'une bonne photo doit surprendre, doit étonner. Alors, effectivement, une photo qui surprend et qui étonne va gagner des points, c'est sûr. Hein. Mais en fait, le lecteur, lui, il fait un petit peu ce qu'il veut avec votre photo. Il peut passer complètement à côté de ce que vous vouliez montrer. Et à côté de ça, une autre photo peut être évocatrice d'un certain nombre de choses par rapport au lecteur, hein, euh, de son vécu, de son inné, de son acquis. Et il peut trouver, sans être étonné, sans être surpris, une photo bonne. Hein, parce que il peut y avoir aussi l'ambiance, la colorimétrie, etc., etc. Ensuite, ce qu'on entend, c'est qu'une photo doit raconter une histoire. Oui, les photos peuvent raconter des histoires. Les sémiologues nous ont bien expliqué que chaque objet dans l'image converse avec les autres objets. D'ailleurs, ça, on va y être très vigilant. Ça peut raconter une histoire. Je rappelle que l'histoire que vous souhaitez raconter, vous, en tant que photographe, ne sera pas forcément l'histoire que veut se raconter le lecteur. Vous voyez, c'est encore un petit peu compliqué. Donc, les défauts par nature de l'image qu'il va falloir contrôler, c'est l'image est en deux dimensions, donc il n'y a pas de relief. L'image est muette, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de son, elle ne dit rien. Alors, pour se raconter une histoire, c'est pas facile. L'image RAW, alors ça c'est le grand défaut, c'est que c'est une image fade, plate, sans ambiance, sans harmonie. Bon, l'image est parfois complexe, pas très lisible, donc il va falloir travailler là-dessus. Ensuite, les défauts inhérents à l'appareil, bah, bien sûr, hein, les déformations optiques, la plage dynamique, ou éventuellement les défauts liés à l'opérateur, les flous non souhaités, etc., etc. Alors voici le tabouret de l'image. Alors c'est un peu incongru comme ça, mais en fait vous allez voir que au travers du tabouret on retrouve un certain nombre de valeurs qui servent mon propos. Alors la première chose c'est que sur un tabouret on est en recherche d'équilibre hein, évidemment. C'est pour ça que les tabourets sont passés de 3 à 4 puis 5 pieds. Voilà. Et pour être bien assis, bah, effectivement, il nous faut un sujet. Bon, alors là, je reviens à la photographie. Donc il nous faut un sujet. Alors on va distinguer le sujet guide. Il existe plusieurs sujets souvent dans une image, mais il peut y avoir qu'un seul sujet. Mais il y a toujours un sujet guide. Et les sujets annexes vont venir répondre à ce sujet guide ou objet annexe. Voilà. Ça, on y reviendra sur le sujet. C'est le plus important. Au moment du tri des photos, eh bien, il faut déterminer si on garde ou pas la photo, si on considère que l'on peut travailler dessus ou pas. Donc, une fois qu'on a établi qu'on a un sujet, il va falloir gérer les objets en relation. À l'intérieur de l'image, les objets conversent. Et il y a des objets qui n'ont aucune conversation, si je puis dire, ou qui sont parasites par rapport au sujet. Donc là, deux solutions, hein. Soit on les élimine, on les enlève, alors à la prise de vue ou en post-production. Hein. Tout ce que je vais dire
ici sera à la fois soit fait à la prise de vue, soit fait en post-production. Des fois, à la prise de vue, c'est pas facile d'enlever un objet, et on est obligé de le prendre et se dire, bon, bah, je verrai à la post-production. Donc il nous faut gérer les objets à l'intérieur de l'image. La composition, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous avez vu beaucoup de choses sur la composition. On y reviendra avec les règles académiques. Maîtriser son arrière-plan, ben ça c'est une des grandes difficultés en fait. Quand on est sur le terrain, on n'a pas toujours le choix de l'arrière-plan. Voilà, le sujet est en avant-plan et c'est difficile de gérer des fois l'arrière-plan. Alors, sauf si vous prenez la technique des gens qui font de la photo de rue, donc ils se postent devant un fond qui est intéressant et puis ils attendent que des passants traversent dans la rue et ils font leurs photos comme ça. Donc ils gèrent en fait l'arrière-plan par avance et ils attendent le moment. L'harmonie, l'ambiance. Alors l'harmonie, elle est de deux ordres. L'harmonie est dans les objets, dans les formes, et l'harmonie est aussi dans la teinte, la saturation et la luminosité. Tout ça donne l'ambiance, et c'est ça qu'on va chercher dans la photo, à mettre en valeur. Ensuite, il y a la profondeur qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, enfin on va l'évoquer un petit peu, mais j'ai fait une vidéo spécifique. Alors il ne s'agit pas de la profondeur de champ, il s'agit de la profondeur en photographie, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser un certain nombre de techniques qui permettent à ce que la photo ne soit plus en 2D, ne soit pas trop plate et donne l'impression de profondeur. La mise en valeur qu'on peut appeler aussi la mise en évidence, que vous voyez sur la colonne centrale, là, bah ça c'est ce qu'on fait naturellement, c'est-à-dire qu'on va aller sur le sujet, l'éclairer, faire en sorte qu'il soit un peu plus évident dans l'image. Désormais, devant votre ordinateur, vous avez mis votre carte SD, et puis bah, vous allez commencer à faire le tri. Et pour faire le tri, bah, faut lire évidemment son image, et on va être à la recherche du sujet, évidemment. Alors, un petit rappel par rapport à tout ce que vous pouvez voir sur Internet, et qui m'a fini par m'agacer un peu. En fait, les youtubeurs répètent depuis des mois, des années, que une image se lit dans le sens de l'écriture. C'est-à-dire qu'en Occident, on fait de gauche à droite et en Orient de droite à gauche. Bon, ce qui est complètement faux. Il y a eu des expériences qui ont été menées par Alfred Yarbus, des eye tracking. Et puis, bon, en fait, on sait pertinemment que l'œil va être attiré par un certain nombre d'éléments qui va le guider dans l'image. Bon, Gérard Berry, professeur au Collège de France, a fait une intervention qui explique exactement la même chose. Bon, je ne vais pas insister, mais c'est agaçant de voir que les youtubeurs se répètent à l'infini sur ce sujet. Alors, voici une image qui va nous permettre d'identifier ce qui est le plus attirant pour l'œil humain. Donc, la première des choses que l'œil humain recherche dans une image, c'est un autre être humain ou un être vivant. Ensuite, il va être attiré par les hautes lumières et beaucoup plus loin par le texte imprimé, des couleurs pures, lumineuses, etc., des symboles, des formes homogènes et autre chose. Ici, dans cette image, on a un être humain, on a un être vivant, c'est-à-dire un cheval, et puis les hautes lumières sont sur le sujet. Donc on voit bien comment cette image a été construite pour attirer l'œil sur le sujet. Bon, le sujet, bien sûr, est la relation entre deux sujets, en fait, le cheval et l'enfant. Et le sujet de cette photo, c'est cette relation. Alors, on va essayer de trouver des sujets dans un certain nombre de photos. Alors, en voici une. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce qu'il y a plusieurs sujets dans l'image? Mais est-ce qu'au final, cette image a un intérêt? Ça, c'est à vous de savoir. Là encore, beaucoup d'éléments. Est-ce que cette image a un sujet? Est-ce qu'il y a plusieurs sujets dans l'image? Est-ce que cette image a un intérêt au final? À vous de juger. Ici, on a
une image qui est intéressante visuellement parce qu'elle met en place de la géométrie. Donc il y a plusieurs sujets dans l'image ou un seul sujet dans l'image, mais au final, est-ce que cette image a de l'intérêt? Et on pourra s'intéresser notamment à la notion de profondeur. Est-ce que cette image est plate ou pas plate, etc. Voici une autre image. Le sujet, ça semble être la fenêtre. En fait, le seul intérêt de cette image est les deux couleurs complémentaires que sont le bleu et le orange, ou jaune. Voilà, et à part ça, il n'y a pas grand-chose. Mais là, encore une fois, c'est vous qui décidez. Sur l'aspect profondeur, il n'y a aucune profondeur dans l'image. Ici, eh bien, le sujet est une évidence. Donc là, on n'a pas de problème. On sait que sur sa photo, où se trouve le sujet. Ensuite, un sujet peut être défini par plusieurs objets. Ici, le sujet n'est ni le pianiste, ni le chanteur, ni les gens qui sont en train de manger dans ce cabaret. Le sujet, c'est l'ensemble et l'ambiance de cette scène pris en arrière-plan de la scène. C'est ça qui fait la photo. Donc il n'y a pas un sujet, c'est l'ensemble des objets qui sont dans l'image qui font le sujet. Ensuite ici, deux trains. Bon, je ne vous fais pas de dessin. Il y a un train qui a un intérêt parce qu'il utilise de la géométrie, de la profondeur. Et puis il y a une autre photo de train qui n'a pas grand-chose comme intérêt. Alors il y en a une photo qui est prise en contre-plongée parce qu'effectivement le train est plus grand que vous. L'autre photo est prise en plongée et elle a beaucoup plus d'intérêt que la première. Alors il faut se méfier en photo sur la taille du sujet. Alors, parce qu'on peut déterminer ce qui est le sujet dans une photo par sa taille. Alors voici une photo de mariée. Alors la première photo a été prise à côté d'une voiture qui est superbe, sauf que la voiture est en train de manger la mariée, et on se demande où est le sujet. Est-ce que c'est la voiture ou est-ce que c'est la mariée? En fait, la voiture concurrence la mariée, là. Dans le deuxième exemple, qui est juste à côté, là, on a fait une photo en contre-plongée qui donne un peu de hauteur à la mariée, et on met la voiture, mais dans un second plan. Ici, on a une image où la profondeur de champ est forte, et donc tout est net du début à la fin, ou presque net du début à la fin. Donc, selon le principe que le flou n'est presque jamais sur le sujet, alors on peut faire des photos artistiques où le flou est le sujet. Donc si c'est net, c'est en jeu. C'est-à-dire que les gens qui sont sur la plage au fond, là-bas, eh bien, sont en concurrence par rapport au sujet qui est, pour moi, les personnages qui se trouvent en avant-plan. Donc il va falloir faire le ménage là-dedans. Donc ça, on le fait en post-production. Et on va pouvoir parler ici d'espace négatif et d'espace positif. On a aéré, on a donné de la respiration à cette photo, et puis on a augmenté l'espace négatif. Alors en photo, on appelle l'espace négatif l'espace qui n'est pas le sujet. Voilà. Et l'espace positif, c'est là où se trouve le sujet. Alors, on peut avoir ici une photo où l'espace négatif est presque un peu abusif. Voilà, alors ça, c'est un choix. Hein. Et là, pour le coup, il y a de la respiration dans l'image. On est dans une image simple, donc qui est très géométrique, donc assez plaisante à l'œil. Voilà. Maintenant, c'est à vous de juger si l'espace négatif n'est pas trop important par rapport à l'espace positif. Alors maintenant, on va passer au cadrage. Alors le cadrage, que ce soit fait à la prise de vue ou que ce soit fait en post-production. Le cadrage, c'est vraiment une question d'équilibre, hein, c'est un équilibre des masses à l'intérieur de l'image. Voici un exemple où en fait j'ai voulu prendre les toits végétalisés qui existent en Norvège. Voilà, mais entre les deux maisons, en fait, j'ai un déséquilibre, donc j'ai recadré mon image. Et ça, bon, le recadrage. Alors, je ne vais pas insister beaucoup sur tout ce qui est cadrage et recadrage. Vous connaissez ça déjà. On va plutôt aller maintenant
sur les objectifs, ou plutôt les recommandations que je peux faire en matière de cadrage. Alors, le cadrage, c'est d'abord le choix des éléments présents, c'est la mise en évidence du sujet, et c'est aussi l'équilibre de la photo, comme on vient de le voir dans la photo précédente. Donc ma recommandation, c'est de faire des prises de vue qui cadrent large. On a tendance toujours à trop serrer sur le sujet. Éliminer les hors-sujets si c'est possible, c'est pas toujours possible. Simplifier l'image, enlever les objets parasites qui n'ont rien à voir, qui ne conversent pas avec le sujet. Multiplier les prises de vue avec des angles différents. Alors vous pouvez faire ça effectivement avec des sujets statiques, avec des jeux en mouvement, c'est plus compliqué. Et puis bien sûr, tester la prise de vue en horizontal, en vertical, en plongée, en contre-plongée, pour vous donner le choix, après en post-production, de savoir ce que vous pouvez prendre ou ne pas prendre. Alors maintenant, on va parler de la mise en évidence, la mise en valeur du sujet. Alors, juste pour dire que là, on va traiter de la mise en évidence et de la mise en valeur, c'est différent de la profondeur, même si, on le verra, des fois on utilise des techniques pour la profondeur, pour faire des mises en évidence ou mises en valeur, mais les objectifs sont différents. Mise en évidence du sujet, la profondeur concerne l'ensemble de l'image, c'est-à-dire la possibilité de donner un effet 3D à votre image. Voilà, donc c'est deux choses bien différentes. Donc on va maintenant parler de la simplification de la lecture de son image. La devise étant less is more. Voilà. Alors, première photo, où ici, je suis arrivé sur site, il y a beaucoup de monde qui est arrivé en même temps que moi, qui vient voir la même chose. Ce lac gelé avec les nuages qui tombent dessus, c'est vraiment magnifique. Alors là, plusieurs possibilités, c'est de demander aux gens de se pousser. Donc ça, c'est pas facile. Ou alors attendre qu'ils s'en aillent, ça peut durer longtemps. Donc on peut trouver des solutions en post-production maintenant, avec la possibilité d'enlever des objets dans l'image. C'est ce que j'ai fait, et donc j'ai simplifié mon image. Alors l'accessoire du sujet, le sujet c'est vraiment le lac et les nuages. L'accessoire c'est le cycliste, le cycliste n'est pas le sujet. Voilà, et donc le cycliste me donne l'échelle, ça c'est bien, et c'est un accessoire et un objet où l'on peut s'identifier en fait, qui permet une lecture du sujet. C'est vrai que sans le cycliste, ça serait beaucoup moins bien. Voilà. Alors, autre point, le cerveau veut établir des relations entre les objets. Donc si vous avez des objets parasites, alors là en l'occurrence il y a un vélo, il y a un monsieur en haut, et puis dans la cabine là, il y a quelque chose dont je n'arrive même pas à identifier ce que c'est. Donc je vais enlever ces objets-là, mais par contre il y a des objets que je ne vais pas enlever. Le haut-parleur, les fils électriques, tout ça je vais le laisser parce que ça fait partie du sujet. Voilà. Une fois le ménage fait, j'en arrive à ça. Alors après, ceux qui veulent se raconter des histoires, et ils ont raison. Le trou, il a été fait par un gamin. On voit la pelle qui est en proximité. On peut imaginer que, comme il y a deux transats, il y a le père et le fils ou la fille, et qui sont partis. Et enfin, la dame est tranquille pour lire son livre. Voilà, bon. Et tout ça étant dans une ambiance de plage du Nord. Ah. Alors, oui, ici, on a la liste de tout ce que l'on a comme outil pour mettre en évidence le sujet. Donc il y a le recadrage, le flou, la position dans l'image, la lumière, la teinte, la saturation, la taille, la simplification et le premier plan. Donc la mise en évidence, avec tous ces outils, on va essayer de ramener le regard vers le sujet. Ici, le sujet est coupé, donc on utilise la loi de la Gestalt, une loi dite de continuité. En fait, le cerveau, lui, n'a pas besoin d'avoir l'objet en entier pour le compléter, en fait. Alors, je reviens au flou, parce que le flou, c'est une mise en évidence qui est très utilisée, qui ramène le lecteur sur la position nette de la photo. Donc, mais tous
tous les éléments qui sont sur le plan net font partie du sujet. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, le verre et les bouteilles, bon, évidemment, il y a une relation, voilà, il y a une évidence entre les deux objets, mais tous les éléments qui sont sur un même plan net font partie du sujet. Alors le flou, on peut l'utiliser avec des objectifs pour gérer l'arrière-plan notamment, des objectifs à longue focale, hein, 85 mm, 105 mm, voire plus, hein, pour effacer et mettre le flou à l'arrière-plan du sujet. Donc on fait une mise en évidence par le flou, là évidemment. Et là, vous voyez par exemple, l'épaule en premier plan me donne de la profondeur sur le sujet. Alors le flou, on peut le mettre aussi en post-production, donc ça permet de gérer l'arrière-plan. Là, en l'occurrence, autour de ce monsieur, il y avait plein de choses, mais qui n'avaient aucun intérêt par rapport à l'attitude du sujet. Voilà, donc j'en ai profité en post-production pour flouter. Ici, c'est la même chose. Pour ne pas être perturbé par les autres sujets, objets qui se trouvent dans l'image, eh bien, j'ai mis un flou vertical. Autre mise en évidence que vous connaissez, c'est le cadre dans le cadre. Donc là, voici un exemple. En voici deux autres exemples. Le cadre dans le cadre, bon, ça c'est assez pratique pour mettre en évidence son sujet. Là, ici, c'est un miroir dans une église. Et c'est le cadre dans le cadre, et aussi une mise en abîme possible. Le plus important qu'on doit observer à ce moment, c'est que la teinte, la saturation, la luminosité ne peut être utilisée sans la gestion du contraste. Donc on parle toujours du TSL, hein, qui est donc la couleur, la teinte, saturation, luminosité, mais on ne l'associe jamais au contraste. Et en fait, ce qui est vraiment très important pour une recherche d'harmonie et d'ambiance, c'est de combiner la couleur et le contraste. Donc voici un exemple d'une mise en valeur par la teinte, la saturation, la luminosité, mais aussi le contraste. Vous avez donc à gauche la photo d'origine, et donc bon, le sujet, c'est un peu la boîte aux lettres. Hein. Voilà. Et donc j'ai calmé le ciel, parce qu'en fait les ciels ont tendance à être très présents dans les images, parce qu'ils sont très lumineux. Donc souvent, il faut calmer le ciel pour pouvoir recentrer sur son sujet. Toujours dans la photo de nuit, voici une autre image. Alors vous pouvez voir sur la gauche que mon image est sous-exposée. En fait, de nuit, on a plutôt intérêt à sous-exposer. Alors évidemment, c'est toujours un jeu avec le problème du bruit, mais en général, les lumières sont assez violentes par rapport au reste de l'image. Donc si on veut conserver du détail dans les zones surexposées, bah, moi je procède comme ceci. Plus ou moins 3 IL vous permet de récupérer assez facilement votre image. Alors ici, dans cette image, pour donner l'ambiance, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. J'utilise un espèce d'effet brouillard qui donne de la profondeur à l'image, et je vous renvoie sur la vidéo pour regarder un petit peu ce qui a été fait sur cette image. Alors on passe maintenant à l'image suivante. Voilà. Donc là, on est aussi dans une recherche d'ambiance en post-production. Bon, là, en fait, cette image est assez quelconque. Le problème est un problème colorimétrique. La couleur brique ne se marie absolument pas bien avec le vélo, etc. Donc il m'a fallu calmer une couleur pour remettre en évidence l'autre couleur, etc. Bon, voilà, ça c'est des sujets possibles. Évidemment, l'image a été redressée au passage, et puis si vous regardez bien, le trottoir est un petit peu différent. Ça c'est aussi une manière de mettre une ambiance. Alors, on peut faire une mise en évidence par le texte. Bon, c'est assez rare, mais si vous voulez rajouter du texte à votre image, il faut le faire à bon escient. Et là, en l'occurrence, moi, ce que j'ai fait est ridicule. J'ai mis comme sous-titre « Les murs ont des oreilles ». Bah, évidemment, c'est ce qu'a voulu faire le sculpteur en mettant cette oreille sur le mur. Bon. Donc, c'est pas ça la bonne voie. La bonne voie, c'est de mettre du texte qui ne raconte pas l'image par sa dénotation, mais qui raconte l'image au-delà par la connotation. Voilà. Donc, j'en reviens
tabouret de l'image. Donc c'est une recherche d'équilibre. Vous avez ici les 6 valeurs à contrôler, les 7 valeurs à contrôler, hein, si on compte le sujet, les 7 valeurs à contrôler pour faire votre retouche. Voilà, voilà, c'est terminé pour construire et sublimer son image. La prochaine vidéo s'appellera la profondeur en photographie, et évidemment, on ne traitera pas de la profondeur de champ, mais bien sûr de la capacité que l'on a à mettre la photo en 3D, enfin, en essayant de donner de la profondeur à son image, au-delà d'une image en 2D. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.